Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bordel, moi je vous en sors des exemples quand vous voulez, je vous sors des citations. On est parti pour une nouvelle vidéo où on va réagir à un top livre de Émile Roy. Donc c'est un Québécois qui fait quelquefois des vidéos sur les livres et que j'avais bien aimé, j'avais vu un passage, il me semble pas que ce soit cette vidéo. Mais en tout cas, je l'ai trouvé plutôt juste, assez nuancé. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. En tout cas, si tu me connais pas, je m'appelle Alexis, je suis connu pour être champion de France de lecture rapide, avoir lu 2000 livres, être entraîneur de l'équipe de France, etc. Et aujourd'hui, on va encore réagir à un top livre. Et puisque j'ai lu pas mal de livres, je connaîtrai peut-être, sans doute, des livres qui seront recommandés dans cette vidéo. Et on démarre maintenant. C'est parti. Ok, c'est une vidéo qui n'était pas prévue. C'est une vidéo 100% authentique. Je voulais terminer l'année. Déjà, il y a un chat ici, je vous le montre. Qu'est-ce qu'elles sont bien faites ces vidéos en ce moment, je trouve, avec le fond violet et la lumière blanche en premier plan avec un fond flou, etc. C'est pas comme ici, tout est blanc ici, tout est blanc, même moi je suis blanc. C'est beau quoi. Ces univers-là, je les retrouve sur TikTok, sur Instagram. C'est beaucoup le violet qui a la cote et on le voyait aussi avec la vidéo sur Charlie Head. Je suis assez impressionné. Je vois beaucoup que c'est la mode de mettre des sortes de néons, je sais pas, vert, orange, violet. Je sais pas, est-ce que vous en voulez dans mes vidéos? Si oui, je mettrai la couleur du néon que vous mettez en commentaire. Allez, on continue. Je voulais faire une vidéo lecture avant de terminer l'année. J'ai beaucoup lu cette année. Vous m'avez accompagné pour quelques-uns dans ces défis lecture. Alors, j'ai lu 40 livres en quarantaine. Ok, il y a plusieurs parties. Les miniatures sont incroyables, sans déconner. Qu'est-ce qu'elles sont bien faites. C'est aussi une tendance que je vois sur YouTube, c'est qu'il n'y a vraiment aucun texte sur les miniatures. Il n'y a qu'une belle photo. Et toutes les photos sont géniales parce qu'elles présentent différents points de vue. Un coup devant des livres, un coup il y a une pile de livres, un coup en vrac, un coup il y a que des livres et on en a ouvert un. Vraiment, je trouve ça pas mal. Et celle qui a me marché, du coup, c'est plus lui devant un fatras de livres. Bon allez, on continue parce qu'on n'est même pas à 30 secondes, ça amuse. Des défis lecture, puis je voulais vous recommander 8 livres très spéciaux parmi les livres les plus marquants pour moi que j'ai pu lire cette année en 2020 et je veux vous les recommander pour 2021 parce que c'est des livres qui m'ont, à leur manière, extraordinairement marqué, qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait rêver, apprendre beaucoup cette année. J'ai séparé les livres en 4 catégories et dans chacune catégorie, je vais vous dire 2 livres qui se complètent selon moi très bien. Juste avant de commencer, je pense que c'est important de dire une chose. Quand on recommande des livres sur Internet, sur YouTube, ou peu importe sur des réseaux sociaux, je pense que c'est important de dire qu'on recommande aussi une vision du monde. Donc c'est important de recommander des livres qui se complètent, qui n'ont pas toutes les mêmes opinions, la même vision politique, la même vision du monde, qui ont des voix qui se répondent. Le discours est beau, je suis pas sûr qu'on l'applique après, hein. C'est que mon avis. C'est un pronostic que je fais avant de continuer. Les 8 livres que je vais vous présenter se complètent, je crois, très bien. J'essaie de pas m'ancrer dans une seule idéologie, une seule vision du monde. Je suis encore très jeune, j'essaie d'apprendre, j'essaie d'absorber beaucoup de tous les côtés, donc je voulais juste vous faire un avertissement comme ça avant de commencer. Voici 8 livres que je vous recommande pour 2021. C'est parti. Première catégorie, pour se faire une idée du fonctionnement du monde moderne. Le premier livre que je vous recommande, c'est... J'ai envie de faire un pronostic. Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, et Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Le premier livre que je vous recommande, c'est Qui mène le monde de Noam Chomsky. Noam Chomsky, il est exceptionnel. Alors, c'est le premier livre que j'ai lu de toute l'année 2020. Je l'ai lu tout début janvier 2020 et c'est un livre qui m'avait profondément marqué. Noam Chomsky, bon, rapidement, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un intellectuel ultra connu dans le monde. C'est un gars qui s'intéresse aussi beaucoup à la géopolitique, aux États-Unis beaucoup. Et ce livre-là, je dois dire, est ultra critique des États-Unis et de leur ingérence, de leur insertion dans des guerres, dans des territoires étrangers. De la Russie, par exemple? Peut-être. En Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie, en Océanie. Honnêtement, pour le garçon idéaliste que j'étais, que je suis encore, c'est un coup dur parce que c'est vraiment une réalisation que le monde est absolument loin d'être parfait. Si vous commencez à avoir des problèmes dans le monde, je pense que pour beaucoup, vous allez déjà voir beaucoup de problèmes dans le monde actuel, dans le monde moderne. Chomsky dit carrément dans ce livre que les États-Unis sont probablement l'État le plus terroriste du monde. Il dit des phrases assez extrêmes comme ça. T'sais, on le prend quand même avec un pas de recul, tout ce qu'il dit, même si c'est extraordinaire bien documenté, chaque chapitre est ultra bien documenté. Noam Chomsky, je sais qu'il se décrit comme un anarchiste, donc t'as peut-être envie d'être anarchiste un petit peu après avoir lu ce livre-là, mais comme j'ai dit que je voulais vous présenter des livres qui se complètent, j'ai un deuxième livre dans cette même catégorie-là. C'est pas une critique spécifique à Émile Roy, hein. Ça va s'appliquer pour tous les top livres auxquels je réagis depuis le départ, c'est que, regarde, ces gens-là qu'on a étudiés depuis le départ, de Bec BD à Victor Ferry, en passant par Émile Roy, Florian Tavernier,
etc. Regarde comment il résume les livres. Il y a très peu d'anecdotes. Il y a très peu d'exemples concrets qu'ils ont retenus. Au maximum, il y en a 3. Il n'y en a pas 10. Il n'y en a pas 15, comme dirait l'autre. Donc, ceux qui font de la lecture rapide, penses-tu qu'ils en comprendront moins et pourront moins bien le résumer que ce qu'il vient de dire? Je suis pas sûr. Parce qu'au final, qu'est-ce qui a été dit de ce livre? Le gars dit du mal des États-Unis. C'est l'État le plus terroriste du monde. Allez, à la rigueur, c'est ça l'anecdote la plus précise. Il n'y en a qu'une. C'est bien sourcé. Tout le monde pourrait dire ça d'un livre ou sous forme d'essai ou dès qu'on a vu des notes. Je ne vois pas ce qui différencie le résumé d'un gars qui l'a lu lentement à celui qui l'a lu rapidement. C'est une illusion, une farce, un bullshit, hein, on va dire les mots. Mais on continue parce que très sympa et on va voir s'il se complète, mais non, très bien la recommandation. Mais c'est un peu une analyse que je fais depuis le début, hein. C'est que les gens décrivent les livres pas forcément avec des anecdotes, toujours des trucs généralistes. Si t'écoutes bien ce qu'ils disent, ils disent jamais rien de précis. C'est toujours du blabla. C'est quoi Les Misérables de Victor Hugo? Ben, tu te rends compte, c'est une architecture sur les classes sociales du temps du 19e siècle, ou quoi. Ça retrace toutes les misères qu'on voyait en France. Mais en disant ça, j'ai rien dit. J'ai pas parlé de la bonté du curant. Oh non, comment je peux avoir foiré ça? C'est pas possible. Je reprends. Je n'ai rien dit concernant la bonté du curé avec Jean Valjean sur les chandeliers et l'argenterie. Je n'ai rien dit sur Fantine qui devenait... Merde, comment on dit? Devenait enceinte? Non, on dit pas ça. Qui allait être enceinte et allait vendre ses cheveux et ses dents pour nourrir sa fille auprès des Thénardier. Je n'ai rien dit concernant le Thénardier qui vole toute la gloire alors qu'il voulait piller un soldat mort. En fait, on croit qu'il le sauve parce qu'il est encore vivant et du coup qu'il se prend toutes les louanges. On ne dit rien sur le banc de Fantine et de la Thénardier où la Thénardier rechante un chant de soldat pour faire miroiter à Fantine qu'elle va bien s'occuper de sa gamine. Sur Jean Valjean qui change plusieurs fois d'identité, qui quand il va devenir un maire hyper apprécié va juger au tribunal un mec qui est suspecté d'être Jean Valjean, il va dire non en fait c'est moi Jean Valjean, qui va refléter encore sa bonté. On ne sort pas ces anecdotes parce que tout le monde lit à la même hauteur de vue tant qu'il n'a pas eu la facilité de la lecture rapide et de ce développement d'une lecture plus profonde, plus appuyée, plus sourcée que la plupart des lecteurs lambda. À ce livre-là, Une terre promise de Barack Obama. Et je pense que c'est le plus gros livre que j'ai lu de l'année. C'est 830 pages, mais c'est aussi un des livres les plus fascinants que j'ai lu cette année, sans aucun doute. Barack Obama revient. Ce genre de livre de Barack Obama, typiquement livre politique, donc on sait très bien que c'est de la propagande. Je pense que le plus utile, mais avec ce livre-là ou avec d'autres, hein, dans ce genre de livre, l'intéressant c'est d'arriver à voir, à discerner ce qu'ils ne disent pas dans le livre. Typiquement, dans la biographie de Steve Jobs, à un moment le gars va dire « Ouais, Steve Jobs... adorait ce gars-là. » Pourquoi il l'adorait? Ils ont baisé la même meuf, ils ont fait une magouille ensemble, ils ont fait un barbecue avec leurs beaux-parents, je sais pas moi. Pourquoi ils s'aiment bien? Donc typiquement, moi c'est ça à chaque fois que je m'exerce à faire quand je lis un livre politique. D'abord j'essaie de savoir le courant d'où vient l'auteur et ensuite j'essaie de voir qu'est-ce qu'il n'a pas dit pour savoir comment il tord la réalité. Barack Obama revient sur toute son ascension vers la présidence d'un pays comme les États-Unis, une ascension absolument phénoménale, et il parle de sa relation avec sa femme Michelle, avec ses enfants, puis il raconte les 3 premières années de sa présidence et c'est fascinant. Il répond très bien à Chomsky dans beaucoup de passages parce que lui nous donne une vision du monde beaucoup moins cynique et beaucoup moins critique, bien entendu, que Chomsky. Il peut pas se le permettre si on le comprend bien sûr, mais Barack Obama est critique des États-Unis, de leur histoire, de s'être lancé dans des guerres qui ont servi à pas grand-chose sinon à créer beaucoup de chaos un peu partout dans le monde. Il est très critique lui-même de cet aspect-là de son pays, mais lui apporte énormément de solutions et on voit à quel point il s'est battu vraiment jour après jour. Tu vois, ce qui est dit de ce livre-là, on l'a retrouvé dans tous les top livres, hein, mais il est très critique, il n'est pas d'accord avec les guerres, mais il apporte beaucoup de solutions. Ça veut rien dire. J'apprends rien. C'est pour te dire, tu vois, un certain discernement sur quand les gens me parlent des livres, je suis pas sûr au final qu'ils aient vraiment compris. Typiquement, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ouais, je suis allé dîner avec un gars qui était super fort à N'oubliez pas les paroles. Ouais, très bien. Je suis allé dîner avec lui, j'ai appris mais des tas de choses, il est super intéressant. Et j'ai posé cette question anodine mais qui reflète la réalité. C'est très bien. Cette personne était intéressante, intelligente, captivante. Cite-moi 3 choses que tu as appris. La personne en était incapable. Donc je lui ai dit, cite-moi une, juste une.
C'est un livre absolument fascinant, surtout parce qu'il est extraordinairement honnête. Même des fois, ça m'a surpris à quel point il est honnête dans ce livre-là, à quel point il dit des trucs que tu dirais comment ils ont pu lui laisser dire ça. Des anecdotes absolument incroyables. Bref, ce livre-là, c'est une vision du monde qui répond parfaitement bien à Chomsky. On se doute bien que la vérité sur le pouvoir se situe entre les deux, tu sais, entre Chomsky et Obama. Il y a la vérité qui est une zone toujours floue et complexe. J'ai appris énormément. On continue avec la prochaine catégorie pour déconstruire les enjeux de violence sexuelle et de féminisme. Je vous recommande Le consentement de Vanessa Springora. Donc, j'ai pas le livre avec moi, je l'ai prêté à ma sœur. C'est un livre qui m'a vraiment... De ce que je me souviens, de ce qu'on disait de ce livre du moins, ça avait l'air d'être absolument une immonde merde. Marqué. C'est un livre que j'ai lu très vite, j'ai dû le lire en une journée ou deux max. C'est l'histoire personnelle de Vanessa Springora qui raconte son passé quand elle était jeune adolescente puis qu'elle a eu une relation avec un écrivain populaire de l'époque, Gabriel Matzneff, beaucoup plus vieux. C'était donc une sorte de pédophilie. Concurrent, je laisse que des mégots. Je suis là pour les dos, peine de mort pour les pédos. Je mixe le lin. Clairement de l'abus, de la violence sexuelle. Déjà, c'est super bien écrit, c'est fort. C'est une histoire qui est difficile, tu sais. C'est super bien écrit. Je veux des exemples. La personne, l'écrivain est honnête. Je veux des exemples. La personne est sincère et très critique. Je veux des exemples. Je ne veux pas des qualificatifs. Je ne veux pas qu'on me décrive. Je veux des exemples. Il n'y a aucun exemple que des ressentis et des interprétations. Bon, le livre m'apparaît totalement... On connaît l'autre pédo là, de Matzneff. Là. Je sais même pas s'il est mort d'ailleurs. Évidemment, c'est absolument... je sais pas, j'ai pas le mot en fait, c'est absolument, comment on peut dire, pitoyable, immonde, abject. Bref, on va trouver tous les mots. Mais c'est toujours pareil, quoi. Le principe de la biographie de la plainte et moi-même en tant que lecteur, du voyeuriste, elle s'est bien fait violer, machin. Ça me dégoûte, quoi. Je peux pas lire ce genre de livre, ça me dégoûte. Et le deuxième livre de cette catégorie, c'est Le Boys Club de Martine Delvaux. Excellent essai, j'ai appris énormément en fait, jusqu'à aujourd'hui qu'on entend dans les nouvelles des histoires de soit d'abus sexuels, d'inconduite sexuelle. Un des livres qui me vient en tête, c'est justement Le Boys Club parce que Martine Delvaux parle avec beaucoup d'exemples de différents endroits dans nos sociétés où il y a des groupes d'hommes qui sont un petit peu laissés à eux-mêmes dans des positions de pouvoir et qui peuvent entre eux se relancer la balle mutuellement, puis ça crée des dynamiques. En fait, les relations hommes-femmes, comme décrit par ces groupes d'hommes-là, peuvent facilement devenir des objets d'accomplissement, des objets de fierté, des objets de discussion. Ça crée une culture. Après ça, cette culture-là, elle crée des abus. Donc, pour ces exemples qui nous proviennent de la base là, de ces boys clubs-là, je crois qu'il faut lire ce livre-là qui est très intelligent et qui est, encore une fois, très bien documenté. C'est bizarre, mais c'est parce que ce livre-là me semble le plus superficiel qu'il m'apparaît comme le plus pertinent à lire. Documenté, donc, que je vous conseille. Et ça... On a le fameux bien documenté, beaucoup d'exemples. Je crois en fait que aussi il y a un complexe que on n'essaie pas de faire au lecteur rapide. Au lecteur rapide, on fait vas-y, dis cet élément précis. Je veux que tu le dises, sinon ça veut dire que tu l'as pas lu. Là, quand quelqu'un lit un livre, personne n'ose dire des exemples sous peur d'être jugé. Je crois vraiment que c'est ça, parce qu'à la fin, personne n'a donné d'exemple. Sur tous les top livres qu'on a fait, personne n'a donné d'exemple d'un livre. Donc je pense qu'il y a vraiment une atmosphère où quand on lit un livre, on est tout le temps jugé. Bordel, mais donnez même des exemples. On s'en fout. Si le mec il a chié dans la litière et que c'est un symptôme du décomplexe du 21e siècle, donnez ce putain d'exemple. Ça nous montre un peu qui vous êtes en tant que lecteur. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant. Et arrêtez de dire c'est bien documenté, c'est honnête, c'est très critique, il y a des exemples, c'est sourcé, le mec paraît vraiment très crédible et franchement ça nous rappelle beaucoup d'histoires. Et ça conclut donc la catégorie très importante du féminisme et des violences sexuelles. Prochaine catégorie. Pour voir comment les êtres humains ont construit des labyrinthes moraux. Bon, c'est un gros nom de catégorie, mais c'est parce que c'est assez complexe comme domaine, mais je pense qu'il y a quand même un lien entre les prochains livres que je vais vous présenter. Donc c'est parti. Je vous recommande La généalogie de la morale de Nietzsche. Moi, c'est bizarre. J'ai une lecture inverse de Nietzsche.
ce livre, je crois que c'est celui qui me plaît le moins de Nietzsche, que beaucoup recommandent, mais je sais pas, je suis pas du tout accroché avec ça. Qu'est-ce que veut dire ce titre? Généalogie, c'est-à-dire étude des gènes, donc comment est construit la morale. J'avoue que j'ai pas beaucoup aimé, je préférais comment c'était illustré dans le Zarathustra, c'est-à-dire la morale de l'individu, c'est l'instinct du troupeau. Voilà, ça c'est un exemple. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bordel, moi je vous en sors des exemples quand vous voulez, je vous sors des citations. La morale, c'est l'instinct du troupeau dans un individu. Voilà, ça c'est un exemple. Et le punchline, c'est très triche, très triche. Il faut parler de Nietzsche plus généralement. C'est un philosophe que j'ai découvert cette année aussi. J'en ai pas parlé sur ma chaîne parce que j'ai commencé à lire. Et ça a été un philosophe qui a eu un impact sur moi, qui a influencé la façon dont je vois le monde, je vois nos valeurs. Pourquoi je vous parle de ce livre-là, La généalogie de la morale, qui est un de mes livres les plus marquants de l'année, sans aucun doute. Avec ce livre-là, Nietzsche s'est posé une question qui est assez fondamentale, c'est d'où viennent nos valeurs. La réponse de base de ce livre-là, c'est nos valeurs modernes, donc les valeurs qui sont encore les valeurs qui gouvernent nos vies. Nietzsche dit un truc sur la morale, c'est la force du faible. C'est-à-dire que quand t'es pas capable de te défendre physiquement, tu attaques le fort par la morale. Et voilà, je vous ai encore donné un exemple. Est-ce qu'il y a un exemple comme ça qui va être donné dans cette putain de vidéo? Tous dans le monde occidental moderne sont des valeurs qui proviennent de la religion chrétienne. Et dans l'idéal chrétien, il y a des valeurs qui sont à la base de tout, comme la charité, la pitié, la tempérance, le sacrifice. Et le problème soulevé par Nietzsche, c'est que quand on suivait ces valeurs de tempérance, de sacrifice, de pardon, de don de soi ou de don de sa vie au profit d'un salut avec le paradis, quand on suivait ces valeurs-là, justement, il y avait un salut. On croyait à une forme de salut, de rachat par Dieu à la fin d'une vie. Et ça nous permettait d'avoir un sens à notre vie, un sens à ces souffrances-là, à cette souffrance de la mauvaise conscience durant une vie qui va nous amener à une bonne conscience. Tu vois, enfin on est arrivé sur des exemples un peu plus concrets. Là, j'apprécie plus. Ça, c'est juste. Et ce que dit Émile, du coup, la religion chrétienne, forcément, ça influence là où elle était. Donc, pas là où il y avait le taoïsme, ni le confucianisme, ni l'islamisme, ni le judaïsme. Même si on me dira qu'elles se sont dilapidées. Conscience, un salut à la fin de la vie. Or, le problème, c'est qu'avec la modernité, on a tué Dieu, selon Nietzsche, où on a cessé pour beaucoup de gens d'adhérer à... C'est la définition de la modernité, hein, de faire déchoir les religions de leur piédestal. Donc c'est pas selon Nietzsche, c'est la définition. À ces religions-là, comme la religion chrétienne, mais on est condamné encore à suivre ces valeurs-là que la religion a définies comme étant les valeurs du bien. On suit encore inconsciemment ces valeurs-là, tout en ayant abandonné le sens promis par la religion. Donc, il se crée la plus grande souffrance, qui est un non-sens, qui est, selon Nietzsche, la plus grande tragédie de la modernité. Voilà. Ce que Émile parle, là, le non-sens, le mot, je crois, n'a pas été dit, mais le non-sens, ça veut dire le nihilisme. Le fait de s'effondrer sur soi-même en se disant « Bordel, la vie n'a aucun sens, quelles sont mes valeurs alors ?» et de tout remettre en question. Grosso modo, c'est ça. Nihilisme, l'idéologie qui nie tout, donc qui nie toutes les valeurs. Ensuite, je vous recommande Le procès de Kafka. J'aime beaucoup Kafka. Je trouve que ses histoires sont extraordinaires, absurdes, mettent en lumière toutes les plus grandes absurdités du monde moderne. Kafka, ça y est, je vous ai trouvé un parallèle du tonnerre. Kafka, s'il était vivant aujourd'hui, il aurait pu écrire le Truman Show. Le Truman Show, c'est un mec qui est dans une télé-réalité, mais qui s'en rend pas compte et qui va le découvrir. Kafka, c'est un gars, vraiment pour vous illustrer total. Kafka, c'est un gars, imaginons je suis là, il y a 2 flics qui arrivent, ils m'arrêtent, et en fait, toute la nuit, je vais me demander pourquoi ils m'ont arrêté, ils vont jamais me dire pourquoi. Voilà, ça c'est Kafka. C'est interroger sur le personnage sur sa culpabilité, sur le fait de se dire, tu es coupable, mais on ne te dira jamais la raison. Tout en étant profonde et drôle. Le procès, c'est en quelque sorte une satire du système de justice, porté à son abus le plus profond, c'est-à-dire de prendre un innocent, le traduire en justice pour finalement le condamner, alors que tout ce temps-là, l'innocent savait pas du tout pourquoi il était amené en cours, pourquoi il était amené en justice. Puis c'est le génie de Kafka, c'est que c'est une illustration extraordinairement drôle et intelligente des abus de nos institutions qui sont supposées représenter le bien absolu, la gouvernance parfaite, puis on sait bien que c'est pas toujours le cas. La médiocratie de Alain Deneau. C'est un livre, encore une fois, qui critique beaucoup les institutions, le système d'éducation, les intellectuels. Il a établi le concept... La médiocratie, donc milieu, médium, cratie, pouvoir, le pouvoir du
du milieu, quoi. C'est la Chine, le bordel. C'est Seigneur des Anneaux. De la médiocratie qui est simplement le système toujours ramené à la moyenne, toujours ramené au passable, on va dire. On veut pas que les étudiants soient exceptionnels, on veut pas qu'ils soient non plus absolument nuls, on veut qu'ils soient médiocres. Et médiocre, ça veut dire moyen. Toujours vers la médiane tout le temps. On encourage la moyenne et quand un prof ou un élève ou quelqu'un qui a un pouvoir quelconque sort des lignes établies par la moyenne, ben il se fait recadrer tout de suite. Je pense ce livre-là, avec le livre de cul dans les bars, là, au départ, je pense que c'est les deux livres que, à mon avis, je vais lire. Dernière catégorie. Pour lire des chefs-d'œuvre qui parlent d'humanité, je vous recommande La Peste d'Albert Camus. Ah merde, je pensais qu'il allait citer un Albert Camus, mais je pensais que ce serait L'étranger. La Peste, je sais que ça a la cote, mais moi je fais mon mainstream, je fais mon pas original, voilà. L'étranger, c'est vrai que c'est très bien. La Peste, souvent recommandé. Je sais pas, moi j'ai pas accroché. Qui est un livre absolument pertinent aujourd'hui en 2020. Il y a une pandémie. Déjà, même s'il n'y avait pas une pandémie, ce livre-là est un chef-d'œuvre. C'est Albert Camus, peut-être mon auteur préféré. C'est un livre qui se fait pas de cachette, qui met pas de rideau devant nos yeux. Il nous montre le très difficile, un enfant qui est atteint de la peste et qui va mourir, mais aussi le très beau, le très lumineux, la grande fête quand l'épidémie de la peste est terminée après. J'aime bien ces descriptions. Déjà, quand quelqu'un te dit ça d'un livre, tu sais que t'es tombé sur un bon livre. C'est quand quelqu'un te dit, quand il nous cache pas les yeux, quand il essaie pas de nous voiler la face, tu sais que t'as affaire à une putain de lecture. J'ai pas le livre avec moi, je l'ai passé à mon ami Vlad. C'est un de mes livres, si ce n'est le livre le plus marquant que j'ai lu cette année. Et Le Rouge et le Noir, ça parle de la jalousie, les trahisons, le désir, l'attente, le temps qui est très très long quand tu désires quelque chose. Mais c'est aussi sur les dynamiques sociales, les différentes classes sociales. Puis la fin du livre en particulier est absolument marquante et forte. Et c'est un des livres qui m'a vraiment marqué, si ce n'est le livre le plus marquant de 2020. Moi, j'ai jamais réussi à accrocher au Rouge et le Noir. Je sais que ça a souvent été décrié. Ça me fait de la peine d'être en accord avec tout le monde. Mais Le Rouge et le Noir, non, j'ai jamais trop compris le délire qu'il y avait dessus. J'ai jamais trouvé ça particulièrement bien écrit. Certainement une originalité au niveau du scénario et de la fatalité, mais ça m'a peut-être pas marqué. Alors je me dis sûrement c'est à cause de mon âge ou je suis pas dans la bonne période pour le lire. Mais j'imagine oui que c'est un très bon roman. Faut pas que je fasse de conneries, putain. La Chartreuse de Parme, j'ai trouvé ça horrible aussi. Pour ceux qui doivent le lire. C'est des livres qui, je crois, peuvent vous apporter beaucoup pour 2021. Ça peut vous apporter soit des réflexions, soit un bon moment, soit des rêves. Juste un petit moment, passer sur le coin du feu en train de lire, c'est déjà une pause, c'est déjà une petite méditation. Acheter un livre, je vous recommande d'aller dans une librairie locale. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, allez dans une librairie locale, une petite librairie indépendante près de chez vous. Bon, une vidéo bon délire. En vrai, évidemment, pendant cette vidéo, Émile, il a un peu pris pour tous les autres qui étaient évasifs sur leur résumé de livre, mais il est très sympa, bon délire. C'est en pareil, c'est des livres que je connais pas forcément, donc je trouve ces recommandations, elles sont très bien. Et bah voilà, on va terminer la vidéo là-dessus. Si tu as apprécié cette vidéo, tu peux aussi aller voir ma vidéo réaction sur Victor Ferry et tu verras en commentaire épinglé mon e-book lecture rapide. Et même si tu veux apprendre à lire 200 pages en 1 heure et aller plus loin, j'ai même fait une formation que tu trouveras en description. Voilà, on se dit à tout de suite.